Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Belle Rose. Par Amédée Achard. Chapitre 1 Le fils du fauconnier. Il y avait, vers l'an 1663, à quelques centaines de pas de Saint-Omer, une maisonnette assez bien bâtie, dont la porte s'ouvrait sur le grand chemin de Paris. Une haie vive d'aubépines et de sureaux entourait un jardin où l'on voyait pêle-mêle des fleurs, des chèvres et des enfants. Une demi-douzaine de poules avec leurs poussins caquetaient dans un coin entre les choux et les fraisiers, 2 ou 3 ruches, groupées sous des pêchers, tournaient vers le soleil leurs cônes odorants, tout bourdonnants d'abeilles, et çà et là, sur les branches de gros poiriers chargés de fruits, roucoulaient quelques beaux ramiers qui battaient de l'aile autour de sa compagne. La maisonnette avait un aspect frais et souriant qui réjouissait le cœur. La vigne vierge et le houblon tapissaient ses murs. 7 ou 8 fenêtres percées irrégulièrement, et toutes grandes ouvertes au midi, semblaient regarder la campagne avec bonhomie. Un mince filet de fumée tremblait au bout de la cheminée, où pendaient les tiges flexibles des pariétaires, et à quelque heure du jour que l'on passa devant la maisonnette, on y entendait des cris joyeux d'enfants, mêlés au chant du coq. Parmi ces enfants qui venaient là de tous les coins du faubourg, il y en avait 3 qui appartenaient à Guillaume Grindal, le maître du logis, Jacques, Claudine et Pierre. Guillaume Grindal, ou le père Guillaume, comme on l'appelait familièrement, était bien le meilleur fauconnier qu'il y eût dans tout l'Artois, mais depuis longtemps déjà il n'avait guère eu l'occasion d'exercer son savoir. Durant la régence de la reine Anne d'Autriche, le seigneur d'Assonville, son maître, ruiné par les guerres, avait été contraint de vendre ses terres. Mais, avant de quitter le pays, voulant récompenser la fidélité de son vieux serviteur, il lui avait fait présent de la maisonnette et du jardin. Le vieux Grindal, se refusant à servir de nouveau maître, s'était retiré dans cette habitation, où il vivait du produit de quelques travaux et de ses épargnes. Devenu veuf, le père Guillaume ne pensait plus qu'à ses enfants, qu'il élevait aussi bien que ses moyens le lui permettaient, et le plus honnêtement du monde. Tant qu'ils furent petits, les enfants vécurent aussi libres que des papillons, se roulant sur l'herbe en été, patinant sur la glace en hiver, et courant tête nue au soleil, par la pluie ou par le vent. Puis arriva le temps des études, qui consistait à lire dans un grand livre sur les genoux du bonhomme Grindal, et à écrire sur une ardoise, ce qui n'empêchait pas qu'on trouvât encore le loisir de ramasser les fraises dans les bois, et les écrevisses dans les ruisseaux. Jacques, l'aîné de la famille, était à 17 ou 18 ans, un grand garçon qui paraissait en avoir plus de 20. Il n'était pas beau parleur, mais il agissait avec une hardiesse et une résolution extrême, aussitôt qu'il croyait être dans son droit. Sa force le faisait redouter de tous les écoliers du faubourg et de la banlieue, comme sa droiture l'en faisait aimer. On le prenait volontiers pour juge dans toutes les querelles d'enfants. Jacques rendait son arrêt, l'appuyait au besoin de quelques bons coups de poing, et tout le monde s'en retournait content. Quand il y avait une dispute et des batailles pour des cerises ou quelques toupies d'Allemagne, aussitôt qu'on voyait arriver Jacques, les plus tapageurs se taisaient et les plus faibles se redressaient. Jacques écartait les combattants, se faisait rendre compte des causes du débat, distribuait un conseil aux uns, une taloche aux autres, adjugeait l'objet en litige et mettait chacun d'accord par une partie de quilles. Il lui arrivait parfois de s'adresser à plus grand et plus fort que lui, mais la crainte d'être battu ne l'arrêtait pas. 10 fois terrassé, il se relevait 10 fois, vaincu la veille, il recommençait le lendemain, et tel était l'empire de son courage appuyé sur le sentiment de la justice inné en lui, qu'il finissait toujours par l'emporter. Mais ce petit garçon déterminé, qui n'aurait pas reculé devant 10 gendarmes du roi, se troublait et balbutiait devant une petite fille, qui pouvait bien avoir 4 ans de moins que lui. Il suffisait de la présence de mademoiselle Suzanne de Malzonvilliers, pour l'arrêter au beau milieu de ses exercices les plus violents. Aussitôt qu'il l'apercevait, il dégringolait du haut des peupliers, où il dénichait les pies,
lâcher le bras du méchant drôle qu'il était en train de corriger, ou laisser aller le taureau contre lequel il luttait. Il ne fallait à la demoiselle qu'un signe imperceptible de son doigt, rien qu'un regard, pour faire accourir à son côté Jacques, tout rouge et tout confus. Le père de mademoiselle de Malzonvilliers était un riche traitant qui avait profité, pour faire fortune, du temps de la Fronde, où tant d'autres se ruinèrent. Il ne s'était pas toujours appelé du nom brillant de Malzonvilliers, qui était celui d'une terre où il avait mis le plus clair de son bien, mais en homme avisé, il avait pensé qu'il pouvait, ainsi que d'autres bourgeois de sa connaissance, troquer le nom roturier de son père, contre un nom qui fit honneur à ses écus. Monsieur Dufay était devenu progressivement et par une suite de transformations habiles, d'abord Monsieur Dufay, puis Monsieur Dufay de Malzonvilliers, puis enfin Monsieur de Malzonvilliers tout court. Maintenant, il n'attendait plus que l'occasion favorable de se donner un titre, baron ou chevalier. À l'époque où ses affaires nécessitaient de fréquents voyages dans la province, et souvent même jusqu'à Paris, Monsieur de Malzonvilliers avait maintes fois confié la gestion de ses biens à Guillaume Grindal, qui passait pour le plus honnête artisan de Saint-Omer. Cette confiance, dont Monsieur de Malzonvilliers s'était toujours bien trouvé, avait établi entre le fauconnier et le traitant des relations intimes et journalières, qui profitèrent aux 3 enfants, Jacques, Claudine et Pierre. Suzanne, qui était à peu près de l'âge de Claudine, avait des maîtres de toute espèce, et les leçons servaient à tout le monde, si bien que les fils du père Guillaume en reçurent bientôt plus long que la moitié des petits bourgeois de Saint-Omer. Jacques profitait surtout de cet enseignement. Comme il avait l'esprit juste et persévérant, il s'acharnait aux choses jusqu'à ce qu'il les eût comprises. On le rencontrait souvent par les champs, la tête nue, les pieds dans des sabots et un livre à la main, et il ne le lâchait pas qu'il ne se le fût bien mis dans la tête. Une seule chose pouvait le détourner de cette occupation, c'était le plaisir qu'il goûtait à voir son père manier les vieilles armes qu'on lui apportait des 4 coins de la ville et des châteaux du voisinage pour les remettre en état. Guillaume Grindal était le meilleur arquebusier du canton. C'était un art qu'il avait appris au temps où il était maître de fauconnerie, chez Monsieur d'Assonville, et qui lui aurait rapporté beaucoup d'argent s'il avait voulu l'exercer dans l'espoir du gain. Mais dans sa condition, il agissait en artiste, ne voulant pas autre chose que le juste salaire de son travail, qu'il estimait toujours moins qu'il ne valait. Jacques s'amusait souvent à l'aider, et lorsqu'il avait fourbi un haubert ou quelque épée, il s'estimait le plus heureux garçon du pays, pourvu toutefois que mademoiselle de Malzonvilliers lui donnât au point du jour son sourire quotidien. Lorsque Suzanne se promenait dans le jardin du fauconnier, en compagnie des enfants et des animaux domestiques qui vivaient par là en bonne intelligence, elle offrait, avec Jacques, le plus étrange contraste qui se pût voir. Jacques était grand, fort, vigoureux. Ses yeux noirs, pleins de fermeté et d'éclat, brillaient sous un front bruni par le hâle et tout chargé d'épaisses boucles de cheveux blonds. Au moindre geste de ses bras, on comprenait qu'en un tour de main il aurait arraché un jeune arbre, ou fait plier un bœuf sur ses jarrets, mais au moindre mot de Suzanne, il rougissait. Suzanne, au contraire, avait une exquise délicatesse de forme et de traits. À 15 ans elle paraissait en avoir 12 ou 13 à peine. Son visage pâle, sa taille mince, ses membres frêles indiquaient une organisation nerveuse d'une finesse extrême. Ses pieds et ses mains appartenaient à l'enfance. Mais le regard calme et rayonnant de ses grands yeux bleus pleins de vie et d'intelligence, les contours nets et fermes de sa bouche annonçaient en même temps la résolution d'une âme honnête et courageuse. Elle avait le corps d'une enfant et le sourire d'une femme. Lorsqu'il lui arrivait de s'endormir à l'ombre d'un chêne, la tête appuyée sur l'épaule de Jacques, le pauvre garçon restait immobile tant que durait le sommeil de sa petite amie, et dans une muette contemplation, il admirait le jeune et pur visage qui reposait sur son cœur avec un si naïf abandon. Quand la jeune fille entr'ouvrait ses lèvres roses et sérieuses, Jacques retenait son haleine pour mieux entendre.
Son âme oscillait à la voix de Suzanne comme le rameau du saule au moindre souffle du vent, et parfois il sentait, en l'écoutant, monter à ses paupières des larmes dont la cause lui était inconnue, mais dont la source divine s'épanchait dans son cœur. Un jour du mois de mai 1658, 5 ans avant l'époque où commence cette histoire, et peu de temps avant la glorieuse bataille des Dunes, Jacques, qui pouvait avoir alors 13 ou 14 ans, vit venir à lui, tandis qu'il se promenait dans une prairie, à une petite distance de Saint-Omer, un inconnu vêtu d'assez méchants habits. On aurait pu le prendre pour quelque déserteur, à son accoutrement qui tenait autant du civil que du militaire, si l'étranger n'avait été contrefait. On ne pouvait guère être soldat avec une bosse sur l'épaule, et Jacques pensa que ce devait être un colporteur. L'étranger suivait un sentier tracé par les maraîchers entre les plants de légumes, et se haussait parfois sur un tertre, pour regarder par-dessus les haies, dans la campagne. Quand il fut proche de Jacques, il s'arrêta, et se mit à le considérer un instant. Jacques était appuyé contre un gros pommier, les mains dans les poches d'une blouse en toile, sifflant entre ses dents. Après quelques minutes de réflexion, l'inconnu marcha vers lui. « Es-tu de ce pays, mon garçon ?» lui dit-il. « Oui, monsieur, » répondit Jacques. Si l'on avait demandé à Jacques pourquoi il avait salué celui qu'il prenait pour un colporteur du nom de monsieur, il aurait été fort en peine de l'expliquer. L'étranger avait un air qui imposait à Jacques, bien que le fils de Guillaume Grindal ne se laissât point intimider facilement. Il parlait, regardait et agissait avec une extrême simplicité, mais dans cette simplicité, il y avait plus de noblesse et de fierté que dans toute l'importance de monsieur de Malzonvilliers. « S'il en est ainsi, reprit l'inconnu, tu pourras sans doute m'indiquer quelqu'un en état de faire une longue course à cheval ? Vous avez ce quelqu'un-là devant vous, monsieur. Toi ? Moi-même. Mais mon petit ami, tu me parais bien jeune. Sais-tu qu'il s'agit de faire au galop 7 ou 8 lieues, sans débrider ? Ne vous mettez pas en peine de l'âge, fournissez-moi seulement le cheval, et vous verrez. » L'étranger sourit, puis il ajouta. « Il est rétif et plein de feu. J'ai bon bras et bon œil, il peut courir. Viens donc, le cheval n'est pas loin. » L'inconnu et Jacques quittèrent la prairie et entrèrent dans un petit bois. Tout au milieu, derrière un fourré, Jacques aperçut un cheval qui piaffait en tournant autour d'un ormeau, auquel il était attaché. Un frein lié sur ses naseaux l'empêchait de hennir. Jacques n'avait jamais vu un si bel animal, même dans les écuries de monsieur de Malzonvilliers. Il s'approcha du cheval, lui caressa la croupe, dénoua le frein qui l'irritait, et s'apprêtait à sauter en selle, quand l'étranger lui mit doucement la main sur l'épaule. « Avant de partir, lui dit-il, au moins faut-il que tu saches où tu dois aller. »« C'est juste, » répondit Jacques, qui avait déjà le pied à l'étrier. L'impatience de galoper sur un si fier cheval lui avait fait oublier le but de la course. « Tu sais sans doute où est le petit village de Vitterness ? » Très bien, à 1 lieue à peu près sur la droite, du côté d'Aire. C'est là que tu vas te rendre. Maintenant retiens bien ceci. Avant d'entrer à Vitterness, tu verras sur la gauche une ferme au bout d'un champ de seigle. Il y a 4 fenêtres, avec une girouette en queue d'aronde sur le toit. Tu frapperas 3 coups à la porte. Au 3e coup, tu prononceras à haute voix le nom de Bergame. Un homme sortira, et tu lui remettras ce papier. En achevant ces mots, l'inconnu tira de sa poche un petit portefeuille, prit un crayon, et se mit en devoir d'écrire. « Sais-tu lire ? » demanda-t-il brusquement à Jacques. « Oui, monsieur, très bien. » L'étranger fronça le sourcil, mais ce mouvement fut si rapide que Jacques n'eut pas le temps de s'en apercevoir. Un instant l'étranger tourna le crayon entre ses doigts, puis, prenant une résolution subite, il écrivit rapidement quelques mots, déchira le feuillet, et le présentant à Jacques, attacha sur l'enfant un regard profond. Jacques examina le papier.
Je lis mais je ne comprends pas, dit-il. L'étranger sourit. Il n'est pas nécessaire que tu comprennes, reprit-il. Mets le papier dans ta poche et saute à cheval. Bien. Parbleu, mon garçon, tu te tiens gaillardement. Si tu t'y prends de cette façon, tu ne serviras pas de fascine à quelque fossé. Cependant, et toujours les yeux sur les oreilles de l'animal, il est fantasque, mais quand il est en humeur de faire un écart, il a l'honnêteté d'en prévenir son cavalier par un certain mouvement d'oreille, dont les reins de beaucoup de gens ont gardé le souvenir. Ah, tu ris, tu verras, mon garçon. Comme Jacques lâchait la bride au cheval, l'étranger le retint. Un mot encore. Connais-tu dans les environs une maison de braves gens, où je puisse attendre ton retour sans craindre les indiscrets? J'en connais 10, mais il y en a une surtout, qui fera votre affaire. Sortez du bois, suivez le sentier où je vous ai rencontré, prenez la grande route, et arrêtez-vous devant la première maison que vous trouverez sur votre droite. Vous la reconnaîtrez facilement. Tout est ouvert, portes et fenêtres. Vous serez chez mon père, Guillaume Grindal, comme chez vous. Diable, mais j'y serai très bien, dit l'étranger avec un sourire. Va maintenant. Il retira sa main qui serrait la gourmette, et le cheval partit. Un quart d'heure après, l'étranger entrait dans le jardin de Guillaume Grindal. À la vue d'un étranger, le fauconnier quitta un long pistolet d'arçon qu'il fourbissait, et se leva. « Que demandez-vous » lui dit-il. « L'hospitalité. Entrez. Ce que j'ai est à vous. Si vous avez faim, vous mangerez, si vous avez soif, vous boirez, et pour si pauvre que je sois, j'ai toujours un lit pour le voyageur que Dieu conduit. » En parlant ainsi, le père Guillaume avait découvert son front. Ses traits honnêtes, ridés par le travail, gardaient une expression de dignité qui le faisait paraître au-dessus de sa condition. « Je vous remercie, dit l'étranger, ma visite sera courte. Quand votre fils sera revenu, je partirai. » Guillaume l'interrogea du regard. « Oh !» reprit son hôte, il ne court aucun danger. Avant que la lune se soit levée, il sera de retour. Je suis un marchand d'Arras qui vais, pour les affaires de mon commerce, à Lille. Le pays est mauvais, et j'ai pensé que votre fils pourrait plus sûrement que moi, se charger d'une valise laissée aux mains de mon valet à Viterness. On ne saurait trop prendre de précautions, dans les temps où nous vivons. Tandis que l'étranger parlait, Pierre, Claudine et quelques enfants, d'abord épars dans le jardin, s'étaient doucement rangés autour de lui, avec cette avide et farouche curiosité qui cherche 1000 détours pour se satisfaire, et s'étonne de tout ce qu'elle voit. Guillaume les écarta du geste, et pria l'étranger de le suivre, à quoi celui-ci se soumit sans délibérer. « Vous avez raison, » reprit le fauconnier, quand ils furent parvenus dans la salle basse de la maisonnette, « nous vivons dans un temps où il faut s'entourer de précautions. Mais dans la maison d'un honnête homme il n'en est pas besoin. Ainsi, mon gentilhomme, ne vous gênez point pour déguiser votre langage et vos manières. » À ces mots, l'étranger tressaillit. « Je ne vous demande pas votre qualité et votre nom, » reprit le fauconnier. « L'hôte est sacré, son secret est comme sa personne, mais il ne faut point parler devant les enfants. Les enfants ont le sens droit, ils comprennent et devinent. Sitôt qu'on ouvre la bouche, ils écoutent. Se taire est donc prudent. Moi j'ai des cheveux gris, je n'ai rien vu, rien entendu, rien compris. »« Vous êtes un brave homme, » s'écria impétueusement l'étranger. « Mordieu, je n'ai que faire de dissimuler avec vous. Vous ne vous êtes pas trompé, maître Guillaume, je suis. » Plus peut-être que je ne suppose, se hâta d'ajouter le fauconnier, et c'est pourquoi je prends la liberté de vous interrompre, afin de n'en pas savoir davantage. Que vous soyez espagnol ou français, vous n'en êtes pas moins un voyageur remis à ma garde. Ce toit vous protège. Si vous êtes de ceux qui ont tiré l'épée contre leur roi et leur pays, c'est à Dieu de vous juger. Je fais mon devoir, puissiez-vous dire, je fais le mien.
Le faux marchand baissa les yeux sous le regard serein de l'artisan, et la rougeur passa sur son front, comme un éclair. Mais reprenant aussitôt sa sérénité, il salua de la main le vieux fauconnier. « Sois, mon brave, je ne chargerai pas votre mémoire d'un souvenir, mais par le nom de mon père, je n'oublierai ni le vôtre, ni ce que vous faites. » 2 heures se passèrent, et l'étranger partagea le dîner du fauconnier, à l'aise, comme sous la tente d'un soldat, ou dans l'hôtel d'un grand seigneur. Puis, 2 autres se passèrent encore. À la fin de la 4e, l'inquiétude rapprocha la pointe de ses sourcils. Il marcha vers la fenêtre et l'ouvrit, prêtant l'oreille. La nuit était venue, et la route était sans bruit. Bientôt, il sortit de la maisonnette, et s'avança vers la porte du jardin. Le père Guillaume le suivit. Ainsi que l'obscurité, le silence était profond. « Votre fils est brave ?» dit l'étranger brusquement au fauconnier. « Honnête et brave comme l'acier. Il défendrait donc un dépôt confié à sa fidélité, et qu'était. Ce n'est qu'un enfant, mais il se ferait tuer comme un homme. Alors j'ai peur pour votre fils, maître Guillaume. » Le père ne répondit pas, mais au rayon de la lune, l'étranger vit s'étendre la pâleur sur son front. Tous deux gardèrent le silence, les yeux attachés sur la ligne blanche du chemin qui se noyait dans un horizon vague et sans bornes. Les mystères de la nuit emplissaient l'espace de bruits confus, rapides, incertains. Guillaume Grindal s'appuyait sur les bâtons d'une haie à claire-voie, on entendait craquer le bois sous l'effort de ses mains. Le gentilhomme froissait les revers de son habit. « Rien encore, murmurait-il. « Oh! Je donnerais 1000 louis pour entendre le galop d'un cheval. » Comme il parlait, une détonation retentit dans l'éloignement, plus loin que le bois dont les ombres épaisses coupaient l'horizon. La haie se brisa sous la main du fauconnier, qui sauta sur la route. Un coup de fusil. « L'avez-vous entendu ?» s'écria le gentilhomme. « Je l'ai entendu, » répondit Guillaume Grindal, qui se jeta à plat ventre sur le chemin. 2 autres détonations retentirent encore, mais le son venait de si loin, qu'il fallait l'oreille d'un père ou d'un proscrit pour les distinguer des 1000 bruits qui flottaient sous le ciel profond. Guillaume Grindal écoutait l'oreille collée à la terre. « Eh bien ?» dit le gentilhomme. « Rien encore. Le cœur me bat et les oreilles me tintent, » dit le pauvre père. « Ah oui, maintenant un bruit sourd, saccadé, continue. Il approche. C'est le galop d'un cheval. »« Oh ! Le brave enfant !» s'écria l'étranger avec explosion. Guillaume Grindal ne dit rien, mais découvrant son front blanchi par les années, il leva les yeux vers le ciel et pria. Le gentilhomme regardait dans l'espace, la tête penchée en avant. On aurait dit que ses yeux étincelants voulaient percer la ténébreuse transparence de la nuit. « Je le vois, mordieu, je le vois. Le cheval a des ailes, et l'enfant est dessus. » Le gentilhomme saisit le bras du fauconnier. « Ne le reconnaissez-vous pas ?» dit-il. Mais le fauconnier remerciait Dieu. 2 grosses larmes tremblaient au bord de ses paupières, et ses lèvres agitées murmuraient une action de grâce. L'étranger retira sa main, et plein d'une religieuse émotion, souleva son chapeau. En quelques bonds, le cheval arriva sur eux. L'enfant sauta sur la route, et tomba dans les bras du fauconnier. « Mon père !» s'écria-t-il. Le père, silencieux, le pressait sur son cœur. « Mais, dit Guillaume Grindal tout à coup, il y a du sang sur tes habits. Es-tu blessé ? » Ce n'est rien, répondit Jacques. Une balle a déchiré ma blouse, là, près de l'épaule, et m'a égratigné, je crois. Tu es un vaillant garçon, sur ma foi, dit le gentilhomme. Si jamais tu t'enrôles sous les drapeaux de Sa Majesté le roi Louis, vrai Dieu, tu feras ton chemin. Ça, voyons, as-tu la valise ? La voilà sur la croupe du cheval. Pauvre Phébus. Tu l'as rudement mené, hein ? Dit gaiement l'étranger, en passant la main sur le cou du cheval.
Phébus frotta ses naseaux écumants sur l'habit du gentilhomme, dressa l'oreille à la voix du maître, hennit, et frappa du pied le sol. « Tu as donc été poursuivi, » reprit l'étranger, tout en débouclant la valise. « À une petite lieue de Witernesse, j'ai dû quitter le grand chemin pour éviter un parti de maraudeurs espagnols, » répondit Jacques. 2 lieues plus loin, en avant de Roquetoire, près de Blandec, je suis tombé au milieu d'une bande de hussards et d'impériaux qui battaient l'estrade. Ils m'ont poussé vivement durant un quart d'heure. Mais Phébus a de bonnes jambes. À l'entrée du bois, ils ont perdu mes traces. Ah, j'oubliais. Bergame chargé d'une lettre pour vous. La voici. Le gentilhomme brisa le cachet, et s'approchant de la fenêtre, il lut rapidement à la clarté d'une lampe. C'est bien, mon enfant. Si quelque jour nous nous rencontrons, moi vieillard, toi homme, dans quelque situation que nous nous trouvions l'un et l'autre, tu pourras en appeler à l'hôte de Guillaume Grindal, il se souviendra. Au point du jour, l'étranger sauta sur la selle de Phébus, qui avait oublié, entre une litière fraîche et 2 boisseaux d'avoine, les fatigues de la soirée. L'étranger portait un costume de paysan de l'Artois. « Adieu, Guillaume, » dit-il au fauconnier en lui tendant la main, « je ne vous offre rien, votre hospitalité est de celles qui ne se payent pas, et je craindrais de vous offenser en vous donnant de l'or. Prenez ma main, et serrez-la sans crainte. Sous quelque habit que je me cache, c'est, je vous le jure, la main d'un loyal gentilhomme. Quant à toi, mon ami Jacques, conserve ce cœur honnête et ce courage déterminé, et la fortune te viendra en aide. Si Dieu me prête vie, je le prierai pour qu'il me fournisse l'occasion de te secourir comme tu m'as secouru. » Les grands yeux noirs de Jacques regardaient l'étranger tout brillant d'une joie fière. Avec son épaule difforme et sa poitrine contrefaite, le faux marchand d'Arras lui semblait plus noble et plus imposant que tous les officiers du roi qu'il avait encore vus. Quand il lui prit la main, le cœur de Jacques battit à coups rapides, et lorsque pressant les flancs de Phébus, l'inconnu s'éloigna au galop, longtemps le père et le fils le suivirent du regard, émus et silencieux. Au moment où il rentrait au jardin, le pied de Jacques fit rouler un objet brillant tombé sur le sable. C'était un médaillon en or, guilloché. « Voyez, mon père, » dit l'enfant, « l'étranger l'aura sans doute perdu. Garde-le, mon fils, c'est peut-être la Providence qui te l'envoie. » Chapitre 2 – Les premières larmes. Le souvenir de cette aventure resta dans la mémoire de Jacques. Le temps put en affaiblir les détails, mais l'ensemble demeura comme un point lumineux au fond de son cœur. Depuis le jour de sa rencontre avec l'étranger, il prit un goût plus vif aux choses de la guerre. Lorsqu'un escadron passait sur la route, bannière au vent et trompette en tête, il courait à sa suite aussi loin que ses jambes le pouvaient porter, et fredonnait les fanfares pendant toute une semaine. Parfois aussi, il lui arrivait d'enrégimenter les enfants du faubourg, et de se livrer avec eux à un grand simulacre de bataille ou à quelque imitation de siège, qui finissait toujours par de furieuses mêlées où ses bras faisaient merveille. Tout enfant qu'il était, il se montrait déjà d'une adresse surprenante dans le maniement des armes, épée, sabre, hache, pique, dague, pistolet ou mousqueton. Les mots du marchand d'Arras, « Si jamais tu t'enrôles, tu feras ton chemin », bourdonnaient toujours à ses oreilles. Mais nous devons ajouter qu'il n'y avait pas d'exercice, de revue, de combat et d'assaut, que Jacques n'abandonna volontiers, pour suivre mademoiselle de Malzonvilliers, quand elle allait avec Claudine chercher des fraises dans les bois. Dans ces occasions, qui se renouvelaient tous les jours, le petit général soupirait de tout son cœur, et demeurait tout interdit, lorsque la main de Suzanne rencontrait sa main. La petite fille le faisait aller et venir à son gré, mais avec tant de grâce naturelle et d'un air si charmant, que Jacques serait parti pour le bout du monde sans délibérer, sur un signe de ses yeux bleus. Les années se passaient donc entre les études, les batailles et les promenades. On était en ce temps-là au milieu des troubles et des guerres, on n'entendait parler que de villes attaquées, de camps surpris, d'expéditions meurtrières.
Le cardinal Mazarin et le parti du roi luttaient contre le Parlement, les princes et l'Espagnol. Monsieur de Condé tenait la campagne, tantôt vainqueur, tantôt vaincu, mais jusqu'alors la ville de Saint-Omer, protégée par une bonne garnison. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.